le mindset, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai, je vais rappeler, le mindset, c'est la manière dont ton cerveau est programmé. Et la manière dont ton cerveau est programmé, ça va déterminer tes actions, ta manière de réagir aux choses. Et donc, dans ce live, généralement, on va parler de toutes les choses qui tournent autour du mindset, c'est-à-dire comment faire face à l'échec, comment s'améliorer quotidiennement, comment faire face, comment créer des objectifs, comment créer une vision. Et voilà, des sujets un peu connexes. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à se développer, aider les gens à vraiment voir comment ils peuvent voilà, développer leur potentiel. Et comme j'ai une appétence dans le domaine des neurosciences, parfois j'essaie d'apporter des connaissances sur le domaine du cerveau, de la psychologie, etc. Donc voilà un peu de quoi on parle. Et comment ça se passe généralement, c'est soit je parle d'un sujet, quand il y a des questions, je réponds en approfondi. Quelqu'un a une problématique, j'y réponds. Mais sinon, j'ai des sujets en tête. Et donc là, le premier sujet, ça sera autour du syndrome de l'été. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon Reels, n'hésitez pas à le regarder. Mais dans cette vidéo, je parle du syndrome de l'été. C'est quoi? C'est que l'été, là vous pouvez le voir, c'est la canicule, il fait très beau. Et donc qui dit beau temps, dit voilà, sortir, rester tard dehors, dépenser en mangeant dehors, consommer beaucoup de choses, partir en voyage. Qui dit été, qui dit beau temps, dit aussi le fait que sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook, etc., vous allez voir beaucoup de vidéos de gens qui passent du bon temps, de gens qui sont en vacances, de gens qui mangent au restaurant, etc. Et donc, à cause de ça, ça fait que... juste avant ça, ouais, Michaela, n'hésite pas à mettre ta question dans l'onglet questions. Comme ça va rester à l'intérieur. Donc il y a une bulle avec un point d'interrogation. Mets-le à l'intérieur, comme ça, direct, je cliquerai dessus, j'y répondrai. Et donc voilà. Et donc le syndrome de l'été, ça se décompose en deux parties. C'est-à-dire que, premièrement, notre cerveau, il a fait le lien depuis son enfance entre beau temps et vacances. Surtout ceux qui ont toujours vécu en France, on sait que quand on était enfant, dès que c'était les grandes vacances, donc juillet-août, c'était la fin des cours. Donc c'était synonyme de on travaille plus, on regarde les dessins animés, on sort avec les amis. Donc le cerveau, il est programmé, notre mindset, il est programmé de base à se dire, quand c'est les grandes vacances, quand il fait beau, on sort, on travaille plus. Et donc, pour les personnes qui avaient des résolutions, les personnes qui avaient des objectifs, etc., qui souhaitaient à travailler, ils vont être bloqués. Parce que du coup, leur cerveau, il va leur dire, va te divertir, sors, abandonne tes objectifs. Là, c'est le moment de se reposer, etc. Et c'est ça le syndrome de l'été, c'est qu'il y a un danger. C'est-à-dire que comme il fait beau, on est de bonne humeur, mais on a tendance à vouloir abandonner ses projets, à vouloir se divertir, faire une pause. Et donc, dans ces cas-là, c'est hyper important d'en avoir conscience, de se dire, tiens, là, mon cerveau, il va me pousser à me divertir. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour contrer ça? Et donc, moi, par exemple, ce que je fais, ça dépend des gens. Par exemple, moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de cours, vu que là, c'est terminé les cours. Donc, ça fait que là, pendant 2 mois quasiment, je peux contrôler ma journée. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de travailler le matin. Et par exemple, je donne un exemple. Je me lève à 7h, par exemple, et je commence ma journée de travail à 8h. C'est-à-dire que si je bosse de 8h à midi, puis de 14h à 16h, par exemple, voire 15h, j'ai déjà bossé entre 5 et 6 heures sur mes objectifs. Et donc, ça fait que ça me laisse plus de temps quand même pour profiter après des vacances, sortir, voir des amis ou autres. Surtout quand on a des amis qui sont dans le monde professionnel ou autre. Mais en tout cas, c'est hyper important quand les vacances arrivent de se mettre des créneaux de travail. Chaque jour, se dire par exemple chaque jour pour les salariés, chaque jour de 19h à 20h, il faut que je lise mon livre ou que j'avance sur mon projet, quoi qu'il arrive. Et comme ça fait que même quand notre cerveau il va nous dire pars en vacances, va t'amuser, tu sais que tant que tu n'as pas respecté ce créneau de travail sur tes objectifs, tu vas pas sortir. Parce que si on se laisse conduire, embarquer par le cerveau, sans mettre de base, c'est là où on perd. On perd nos objectifs, c'est là où on perd nos résolutions. Et en fait, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que pendant que les autres abandonnent leurs résolutions parce que c'est l'été, ceux qui sont vraiment disciplinés, qui ont compris le danger de l'été, eux, du coup, ils vont avancer. Donc l'idée, c'est pas de dire, oui, il faut travailler l'été tout le temps. Non. Moi, ce que je dis, c'est que faut avoir conscience que l'été, il y a ce danger-là de se dire, comme il fait beau, c'est les vacances, j'abandonne tout.
Il faut trouver un équilibre en mettant des bases, c'est-à-dire, je sais pas, de telle heure à telle heure, quoi qu'il arrive, je bosse. Après, le reste de la journée, je peux sortir, je peux travailler, etc. etc. Mais c'est hyper important d'en avoir conscience. Et le deuxième danger, c'est par rapport à la santé mentale. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'études qui montrent que les réseaux sociaux, ça augmente le niveau de dépression des gens, le niveau de suicide chez les jeunes, etc. Pourquoi? Parce que les gens, naturellement, le cerveau il est comme ça. Quand il voit des choses chez les autres, il va automatiquement se mettre à se comparer, à se dire tiens, ma vie elle est comme ça et la vie des autres elle est comme ci. Et donc, ça peut pousser les gens à se remettre en question en disant mais est-ce que je passe pas à côté de ma vie? Est-ce que je m'amuse suffisamment? Est-ce que je devrais pas changer de métier? Est-ce que je devrais pas avoir tel style de vie? Comment lui il a fait pour réussir? Et dans ces moments-là où les gens ils nous montrent, entre guillemets, soi-disant leur vie, parce que n'oubliez jamais que sur les réseaux sociaux, les gens ne montrent que ce qu'ils souhaitent montrer d'eux. Mais ils ne montrent pas forcément toute la réalité. Mais voilà, le cerveau, il n'a pas forcément conscience de ça. Et ça fait que, voilà, le fait de voir tout le monde qui part en vacances, tout le monde qui s'amuse, ça peut pousser les gens à être frustrés, ça peut pousser les gens à avoir des doutes, ça peut pousser les gens à être jaloux, etc. Et donc, dans ces moments-là, c'est hyper important d'en avoir conscience et pourquoi pas de faire des coupures, de réduire durant cette période sa consommation des réseaux sociaux, de cibler que certains types de comptes en se disant, je sais pas, tel compte, il va plus me parler de mindset, il va me parler de, je sais pas, si j'aime les animaux, il va parler des animaux, de géographie, je ne sais pas. Mais il y a des comptes, je sais qu'ils sont toxiques, faut être honnête avec soi-même. Je sais qu'ils vont me faire du mal, que j'ai pas forcément apprécié. Donc, voilà, pendant l'été, j'ai évité de regarder la story de telle ou telle personne ou de telle ou telle page parce que je sais que ça peut attaquer ma santé mentale. Donc, si je récapitule, durant l'été, il faut avoir conscience du danger de l'été, avoir conscience que certains comptes peuvent être toxiques pour ma santé mentale, et à partir de là, il faut sélectionner sa consommation sur les réseaux sociaux. Hop, donc là, je vais répondre aux questions. Alors, du coup, là, c'est la question de Michaela. On va voir si on peut partager. Ouais, donc la première partie de la question, c'était la semaine dernière, on avait discuté des routines matinales. Une des techniques, c'était la visualisation. Ma question est comment visualiser. Ok. Juste avant de répondre, est-ce que coach entrepreneur Christian, tu peux mettre ta question dans la boîte à questions? Donc c'est le rond là, avec un point d'interrogation. Comme ça, je peux y répondre. Mais donc là, d'abord, on va répondre à la question. On n'arrive jamais à partager là. Ouais. On va répondre à la question de Michaela. Je sais pas pourquoi ils veulent pas que je partage. Bon, c'est pas la bonne question qui est mise, mais bon, en tout cas, la question c'est comment visualiser. Donc déjà, il faut savoir c'est quoi la visualisation. En fait, la visualisation, c'est le fait d'observer ses objectifs ou la personne qu'on souhaite devenir à travers, par exemple, ça peut être un papier, une vidéo, etc. Mais donc, le préalable, c'est d'abord d'avoir une vision. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est ma vision? Et donc là, j'ai donné mon avis personnel dessus. Donc, selon moi, la vision, c'est le lien entre le présent et le futur. C'est-à-dire, quelle est ma vision de mon futur? Donc, quand on travaille sa vision, la question qu'il faut se poser, il y a plusieurs questions à se poser, c'est, par exemple, dans 10 ans, quel genre de personne je vais devenir? C'est-à-dire, quel lifestyle je vais avoir? Est-ce que je vais être quelqu'un qui va voyager dans le monde entier ou quelqu'un qui va avoir un travail fixe? Est-ce que je me vois marié ou est-ce que je me vois pour l'instant célibataire? Est-ce que je me vois dans un environnement où telles valeurs sont importantes ou est-ce que, au contraire, c'est d'autres valeurs? Est-ce que quel niveau de vie, niveau de revenu je vise? Quel type d'activité je vise, etc. Donc le but, c'est vraiment de se dire déjà dans le futur, se projeter dans le futur, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire et comment je veux être, comment je veux me comporter, quelle valeur, quel physique, quel mindset. Et une fois qu'on est au clair dessus, il faut transformer cela en objectif. Par exemple, quelqu'un qui va dire, moi, je vais être quelqu'un qui est spécialisé dans la prise de parole.
Alors cette personne, il faut que dès maintenant, elle voit quel objectif elle veut mettre cette année pour se rapprocher de sa vision. Donc ça va être par exemple, dans un premier temps, pendant un an, je vais lire tous les livres sur la thématique de la prise de parole. Après la deuxième année, une fois que j'aurai lu tous les livres, ça va être, je vais prendre un coaching avec tel coach en prise de parole. Ensuite, je vais créer mon agence de coaching dans la prise de parole, etc., etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc là, je vais pas rentrer dans comment créer une vision, parce que la question c'est comment visualiser. Mais voilà, c'est d'abord avoir une vision claire de qui tu veux être, qui tu veux devenir, quelle valeur tu vas avoir, quel style de vie tu vas avoir, quel revenu, etc. Une fois que tu as ça, les transformer en objectifs pour cette année. Et donc, une fois que tu as ça, moi, comment je fais personnellement, j'ai un truc qui s'appelle un vision board. Un vision board, c'est genre une feuille d'une page où tu vas mettre des photos et des titres, des mots clés qui vont te rappeler justement la personne que tu souhaites devenir, soit cette année, soit dans 5 ans ou 10 ans. Comme ça, chaque jour, ton cerveau, quand il se réveille, il sait que l'objectif, la vision, c'est d'être cette personne-là. Et donc, je programme à travailler pour arriver à cette vision que tu as, pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et donc, j'ai le vision board et j'ai un autre document de 2-3 pages où là, il y a des objectifs de manière précise. Par exemple, dans le sport, je vise tel poids, etc. Je vise à lire tant de livres, etc., etc. Et donc voilà, pour répondre à ta question, Michaela, il faut que tu aies une vision claire, que tu transformes ta vision avec différents objectifs et que tu trouves un moyen qui te permette chaque matin ou chaque soir de voir ces objectifs et cette vision. Donc moi, j'utilise le vision board. Donc si tu tapes sur Internet vision board, tu verras plein d'exemples sur Google, sur Pinterest, etc. Et il faut que tu aies des objectifs clairs. Donc ça, vous connaissez, précis, avec une date, etc., etc. Je veux créer un vision board, mais j'ai du mal. En réalité, pour le vision board, je sais que moi, j'ai le même problème à l'époque, c'est que souvent, on tombe dans le perfectionnisme et on veut un truc qui est parfait. Mais en fait, moi, ce que je te conseille, c'est juste de te dire, ok, quels sont mes objectifs? Pour chaque objectif, il faut que je trouve une image qui me parle. Ensuite, pour chaque image, il faut que je trouve un mot qui me parle. Et ensuite, tu prends juste, tu vas sur Canva. C'est simple, hein, tu vas soit tu tapes Vision Board, soit tu trouveras sur Google, hein, mais tu trouveras un document qui te permet d'insérer des photos et de mettre les titres. Faut vraiment pas, dans un premier temps, vaut mieux faire peu que rien. Parce que si tu n'as rien, du coup, tu fais rien. Mais si tu as un truc imparfait, ça te permet quand même de visualiser un minimum tes objectifs. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est d'abord de viser petit, en prenant juste un objectif, une image et un mot. Et bam, tu les mets sur une feuille. Et chaque matin, ça va te rappeler, même si c'est pas hyper beau, c'est pas très grave. Mais au moins, chaque matin, ton cerveau, il sait quels sont tes objectifs. Quelle personne Michaela veut devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ça, en fait, l'important. Et à côté, tu peux avoir un document écrit où là, tu détailles tes objectifs de manière plus claire. Tu peux t'écrire des affirmations positives, etc. Mais voilà, il faut vraiment que chaque matin, tu visualises ça. C'est juste pour que ton cerveau, il soit programmé à atteindre les objectifs que tu t'es fixé et qu'il commence à se comporter comme la personne que tu souhaites devenir dans 5, 3 ans ou 10 ans. Donc voilà, voilà. Ensuite, je crois qu'il y avait une question de coach Christian. Donc si tu peux remettre la question, sinon je vais la chercher. Yugoudou, alors, t'es pour ou contre le vision board? Moi, je pense que c'est pas trop une question de pour ou contre. Moi, j'aime bien. Après, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas. Je veux dire, je pense que dans la vie, il faut toujours tester. Tu testes, tu te fais ton avis, tu personnalises la chose. Si tu n'aimes pas, tant pis. En tout cas, moi, j'ai testé. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que justement, très vite, rapidement, mon cerveau, avec des images et des mots, il sait qui je veux devenir plus tard. Il sait pourquoi il doit travailler. Et il sait comment je vais le programmer pour atteindre mes objectifs. Donc voilà pour répondre à la question. Hop. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres. Alors, je réponds à la question de Christian, même s'il l'a pas mis dans la boîte à questions. Donc sa question, c'était comment se passer de l'addiction. Ouais, en gros, ouais. Comment combattre l'addiction aux réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas de miracle. C'est comme si quelqu'un qui dit, moi je suis addict à la drogue, ou je suis addict, je sais pas, à la cigarette, ça va pas être simple. Donc je vais pas venir te donner une recette miracle.
Tout simplement, déjà la première chose, c'est de réduire les tentations. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, comment on y rentre. Faut d'abord, qu'est-ce qui te pousse à aller sur les réseaux sociaux? Généralement, la première chose, ça va être les notifications. Le fait d'avoir une notification, bam, ton cerveau, il pense à récompense. Parce que les réseaux sociaux, en fait, le fait de voir des likes, de voir des commentaires, d'avoir des messages, ça, en fait, ça donne de la dopamine au cerveau. Et en fait, c'est une récompense que le cerveau, il adore et il est drogué de ça. Et les réseaux sociaux, c'est illimité. Parce qu'on a tout le temps des informations, toujours des nouvelles photos. Et donc, il a toujours de la dopamine. Donc, le premier moyen pour couper ça, c'est déjà de couper les notifications. Deuxième moyen, c'est quand tu vas travailler, par exemple, tu as besoin de travailler sur un projet, d'être concentré 1 heure, c'est d'éteindre ton téléphone et de le mettre loin. Je dis pas que tu vas pas aller chercher ton téléphone, mais ton cerveau, il va devoir faire plus d'efforts pour avoir accès à ce portable-là. Et en fait, c'est ça le but. Le cerveau, il se dit que sur les réseaux sociaux, c'est un moyen facile d'accéder à de la dopamine, quoi, de la récompense, à du plaisir. Donc, ton but, c'est de changer son calcul, parce que le cerveau ne fait que de calculer. Entre bosser et aller sur les réseaux sociaux, il choisit les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, je suis sûr d'avoir une récompense, et c'est facile d'avoir une récompense. Quand je bosse sur ton projet, je ne suis pas sûr d'avoir une récompense. Donc, pour changer le calcul du cerveau, il faut créer des obstacles, créer des coûts. Et donc, ces coûts, ça va être éteindre le téléphone. Ça va être enrouler le téléphone sur un drap, le mettre dans une autre pièce. Si tu habites dans un 2 étages, le mettre au 2e étage, le cacher loin. Comme ça, ton cerveau, quand il va penser aux réseaux sociaux, il va dire tiens, pour aller sur les réseaux sociaux, il faut que je me lève, il faut que je déroule le drap et prenne le portable, il faut que j'allume le portable, que je mette mon code, que j'aille sur les réseaux sociaux. Et donc là, même s'il va le faire au début parce qu'il est tellement addict, ça va réduire la facilité avec laquelle il va aller sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est une option qui est radicale, mais je pense que presque personne ne va le faire. Et moi, je connais des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un portable où ils ne peuvent pas aller sur les réseaux sociaux, où ils vont mettre leur puce pour téléphoner, etc. Ça va être un truc genre en Nokia, où du coup, tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux. Et de temps en temps, une fois par semaine, ils vont allumer leur smartphone et là, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un truc radical. La deuxième chose que je préconise, moi, c'est il y a des applications, j'ai oublié le nom, parce que moi, je les utilise pas, mais il y a des applications qui bloquent les réseaux sociaux. Par exemple, je vais leur dire, au bout d'1 heure, tu coupes mon portable si j'ai dépassé 1 heure sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, même si tu as pu, pendant au moins 10 minutes, tu ne pourras pas y accéder. Il faut que tu fasses 15 000 codes pour pouvoir débloquer l'application. Et donc ça, c'est des bonnes astuces. La deuxième chose, c'est aussi de commencer petit. Te dire, ok, quand tu vas dans tes paramètres, tu peux voir le nombre d'heures que tu as passé sur les réseaux sociaux. Donc tu peux te dire, ok, moi pendant jeudi, ok, je fais 1h30 par jour, bon allez, 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Demain, il faut que je passe à 2h55. Le lendemain, 2h50, etc. Donc, te lancer des challenges où chaque jour, tu vas essayer de diminuer de 5 minutes ta consommation sur les réseaux sociaux. Et ça fait motiver ton cerveau parce que tu vas lui lancer un défi, en fait. Et par exemple, ça peut être, avant d'aller sur ça, c'est hyper important quand vous voulez progresser de mesurer les choses. Parce qu'on ne peut pas avoir d'impact sur une chose qu'on ne mesure pas. C'est comme si tu voulais dire... j'ai augmenté le nombre de femmes en politique, mais tu ne mesures pas le nombre de femmes en politique. Donc, toujours mesurer les choses. Donc, déjà, tu veux réduire ta consommation sur les réseaux sociaux. Commence par mesurer le nombre d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux, à le noter. Et toujours sur la thématique du jeu, tu peux te lancer un défi avec un ami en lui disant « Ok, moi, mon objectif cette semaine, c'est de passer sur les 1h50, par exemple. » Faire moins d'1h50 sur les réseaux sociaux. Et chaque jour, je dois t'envoyer un script de mon écran. Si j'ai pas respecté, je te paye un resto ou je te paye 20 euros. Et donc, le fait de créer un défi, de se mettre un coup extérieur en plus, ça peut pousser le cerveau à se battre pour réduire sa consommation. Donc, voilà un peu les différentes astuces qui existent. Là, je prends une autre question. Quel est le meilleur moyen de... Alors... Là, c'est la question de Mehdi qui dit « J'ai envie de lire tellement de livres, mais vu
qu'on n'a pas trop le temps, je lis plus trop. Alors, ça c'est une excellente question. Alors, il y a un an, j'avais le même problème et j'avais lancé sur Instagram le défi. Je t'en prie, coach Christian. Tant mieux si c'est efficace. Alors, pour répondre à la question de Medji, il y a un an, j'avais le même problème et je me suis lancé le challenge 10 pages d'un livre chaque jour pendant 30 jours. Donc, je lisais chaque jour au moins 10 pages d'un livre. Parce que le problème, c'est que les gens, quand ils veulent lire des livres, tout de suite, ils visent haut. Et ça, c'est un problème humain, c'est-à-dire que on minimise l'impact des actions de court terme, des petites actions de court terme, et on a tendance à surestimer nos capacités sur le long terme. Et donc, vaut mieux se dire, au lieu de dire, ouais, il faut que je lise 12 livres dans l'année, se dire, ok, non, au lieu de parler en termes de livres, j'ai parlé en termes de pages. Donc, déjà, se dire, ok, chaque jour, je vais me dire, je vais lire 10 pages d'un livre. Et donc, au bout de 10 jours, tu as 100 pages. Au bout de 20 jours, tu as 200 pages. 200 pages, c'est un livre et demi. Alors que là, comme c'est 10 pages par jour, ton cerveau, il va se dire, ah, c'est pas grand chose. Donc, il aura moins de raisons de procrastiner. Donc, c'est hyper important dans ton cas, d'abord de cibler des livres que tu kiffes. Ensuite, de te lancer un défi qui est facile à atteindre, lire 10 pages, même 5 pages. Hein. Tellement petit que ton cerveau il va dire non, c'est rien, je peux procrastiner. Donc toujours viser petit. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez piéger votre cerveau. Votre cerveau, si vous lui dites, vas-y, chaque semaine, tu dois lire un livre, il va dire non, là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je vais pas lire, c'est trop, j'ai procrastiné. Mais si vous lui dites, ouais, vas-y, t'inquiète, juste chaque jour 5 pages d'un livre, dans les transports, je sais pas. Par exemple, si tu prends les transports, je sais rien. Bah là, au début, ça va le permettre de se lancer, de dire, bon, c'est pas grand chose. Et donc, le fait de lire 5 pages chaque jour, déjà, ça vous permet de lire le livre. Et en plus, votre cerveau, il commence à prendre l'habitude de lire. Et donc, petit à petit, tu peux augmenter le nombre de pages. Par exemple, pendant 2 semaines, je lis 5 pages d'un livre chaque jour. Après, 10 pages. Après, 15, 20. Et là, c'est bon, votre cerveau, il a ancré que tu aimes la lecture et que tu kiffes pendant la lecture. Et voilà, tu peux lire. Et là, il y a Mikaela qui a donné une très bonne astuce, c'est aussi Audible. Donc, aussi, c'est une très bonne astuce. En fait, moi, j'ai 2 théories dessus. C'est-à-dire, quand on lit, il faut se demander pourquoi on veut lire. On peut lire pour apprendre des nouvelles compétences. On peut lire pour le kiff, par exemple, lire des romans, des mangas, etc. Et donc, si par exemple, le but, c'est d'apprendre des nouvelles compétences, alors, il faut chercher la méthode la plus rapide d'y accéder. Donc, ça peut être Audible, si on aime bien écouter. Moi, je sais que j'ai du mal. Ça dépend des livres. Il y a des livres que je peux écouter, mais il y a des livres que j'ai du mal à écouter parce que j'aime bien surligner, j'aime bien mettre des notes sur le livre. Donc, moi, je suis très papier. Mais effectivement, Audible, c'est une bonne option. Alors, bon, déjà, bonsoir au nouveau, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'est connecté. Donc là, on répond aux questions. Donc, si vous avez des questions, des problématiques, n'hésitez pas à le poser. Donc, je crois que quelqu'un m'a demandé si c'était un replay. Non. Du coup, j'avais annoncé que j'arrêtais les replays pour vraiment pousser les gens à se connecter, que tout ce qui se dit dans ce live-là, ça reste dans le live. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour apporter de la valeur, c'est pas trop tard. Donc, je t'en prie, Medji. Bonsoir, Africa Talent. Hop. Bonsoir, Asto. Voilà. Et j'en profite pour rebondir sur la question de Medji. C'est vraiment moi, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, avant cette page, je l'appelais Team 1%. Parce que moi, mon mindset, c'était de se dire que ça sert à rien de viser des gros changements tout de suite. Parce que le truc le plus puissant, c'est des micro-changements que tu fais chaque jour et que finalement vont te permettre de faire des grands changements. Par exemple, si tu progresses chaque jour d'1%, bah au bout d'un an, tu as progressé de 47. Tu as multiplié ton potentiel par 47. Bon, de toute façon, Mehdi, dans les maths, tu connais. Mais par exemple, si tu lis, si tu cours chaque jour 10 minutes, bah au bout d'un an, tu es à plus de 3000 minutes. Voilà, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas minimiser les micro-actions. En réalité, la réussite, c'est comme des escaliers, vous voyez. Vous faites des petits pas.
Si je vous dis monter 200 étages tout de suite, vous allez dire non, c'est impossible, vous allez procrastiner, je suis pas assez sportif, je suis pas assez sportif, c'est trop difficile. Mais si je vous dis monter chaque jour une marche ou deux marches, vous allez dire ah c'est possible. Et donc, faut raisonner pareil pour vos objectifs. Dites-vous ok, j'ai un objectif, il est ambitieux, il est grand, mais comment je peux le découper en mini-tâches? Toujours se dire la réussite c'est des escaliers à monter. Faut arriver au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, je ne peux pas y arriver du jour au lendemain. Mais du coup, il faut que je découpe les choses pour avoir du courage, pour pas démotiver mon cerveau. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte à questions. Parce que là, du coup, je crois que j'ai vu une question de Tamita. Comment prendre la bonne décision pour ne pas avoir de regrets sur nos choix? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais justement... non, je dirais plutôt, est-ce que tu aurais un exemple? Parce qu'en réalité, décision, c'est large. Parce qu'en vrai, on prend une décision pour tout. Décision pour savoir si on se lave maintenant ou après. Donc peut-être, Famita, si tu as un exemple ou préciser ta question. Mais parce que du coup, on prend les décisions tout le temps. Donc peut-être, est-ce que tu aurais un exemple précis, un peu plus précis ou plus détaillé? Comme ça, je pourrais répondre mieux, plus en détail sur la question. Parce que j'ai peur d'être trop général ou de passer à côté de la question. Mais en tout cas, la thématique du regret, c'est hyper important parce que pour moi, le regret, c'est vraiment quand on était en mesure d'essayer et finalement on n'a pas réussi, on n'a pas testé quoi, on s'est pas lancé. Pour moi, on peut pas regretter après un échec parce que en réalité, normalement un échec on peut pas le prévoir, sauf si on s'est pas bien préparé avant. Mais justement, cet échec va nous permettre justement d'être prêt. Alors, la question de Famita, une décision qui pourrait définir notre futur. Ah, là encore aussi, c'est encore large, parce qu'en réalité, il y a deux choses. Mais je vais quand même partir de ton point de départ. Et Famita, n'hésite pas à me dire si je suis pas du tout dans la construction recherchée ou non. Alors déjà, le futur, par définition, c'est imprévisible. Par exemple, qui aurait pu prévoir la crise sanitaire du Covid? Je vais prendre un exemple, pour te donner un exemple, Famita. Moi, j'ai une connaissance, elle s'appelle Aïssata Fané. Elle a créé un restaurant qui s'appelle Savane et Mousson. En gros, qui mélange la gastronomie asiatique et la gastronomie africaine. Elle n'avait pas prévu le Covid. Elle s'est lancée avec son associé pour créer un restaurant sur place. Du coup, les gens doivent venir manger sur place. Elle a mis ses économies, ils ont mis toutes leurs économies dedans. Et bam, Covid arrive, confinement. C'est mort quoi. Donc du coup, là aussi, elle aurait pu se dire, bah mince, j'ai pris une décision pour que je réussisse dans mon futur. Et là, je me rends compte que c'est mort. Mais c'est là où il faut être dans l'adaptabilité, il faut savoir s'adapter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a redéfini son business. Elle s'est dit, ok, les gens, ils peuvent pas venir parce qu'il y a le confinement. Alors moi, je vais venir à eux. Je sais qu'il y a des entreprises qui laissent leurs salariés aller dans l'entreprise. Donc, je vais aller, par exemple, proposer des services de traiteur. Je sais que les gens, ils peuvent pas bouger chez eux, mais ils peuvent commander de la nourriture. Donc, peut-être que je vais aller leur livrer de la nourriture, etc., etc. Donc, déjà, il faut se dire que factuellement, le futur, on ne peut pas le prédire. On n'est pas devin. Donc, il y a forcément de l'incertitude. Deuxièmement, il ne faut pas surestimer l'impact d'une décision sur notre futur. Généralement, quand on va avoir un futur très mauvais, on va avoir des grandes conséquences, c'est plusieurs mauvaises décisions en fait. Parce que si tu te trompes sur une décision, mais qu'après tu te rattrapes, c'est pas très grave. Donc souvent, nous, l'être humain, le cerveau, il a tendance à surestimer l'impact d'une décision en se disant, oh mon Dieu, si je me trompe d'orientation scolaire, c'est foutu et tout. Alors qu'en réalité, ce qui importe, c'est pas une décision, c'est un ensemble de décisions. Quand tu fais une décision qui est mauvaise, tu as toujours une opportunité de te rattraper. Mais c'est quand tu continues à prendre que des mauvaises décisions que finalement, finalement, tu as vraiment des conséquences très néfastes sur ton futur. Mais en tout cas, Famita, je ne sais pas si tu as un exemple encore plus précis. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça t'a satisfait ou pas, mais vraiment, dis-toi que le futur, c'est incertain. Il peut arriver la crise du Covid, il peut y avoir une guerre, l'euro qui baisse, là, comme là, l'euro qui
qui est du même niveau que l'euro est au même niveau que le dollar. Donc du coup, bah il y a des gens qui ont des business, bah finalement ça va avoir un impact sur eux, genre. Donc voilà, faut partir du principe que le futur je peux pas le prédire. Mais ce que je conseille moi, c'est de te focaliser sur toi. D'abord te dire pour une décision, qu'est-ce que moi je ressens déjà, quelles sont les informations que j'ai et quelles sources d'informations je peux aller chercher. Par exemple, si c'est une décision professionnelle, ça peut être rencontrer des gens qui connaissent bien le secteur, rencontrer des professionnels, connaître mes forces, voir mes faiblesses et ensuite prendre une stratégie par rapport à ça. Mais en te disant qu'aucune décision n'est garantie à 100%. Et les regrets, tu peux les avoir surtout si tu n'as pas fait des efforts. Mais si tu as fait des efforts et que finalement tu t'es trompé, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que dans la vie, on peut pas toujours réussir à avoir la bonne décision. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la capacité à rebondir, la capacité à s'adapter. Et c'est ça en fait, il faut toujours se dire, bon, si ça marche pas, il faudra que je réagisse, il faut se préparer au fait que c'est possible que ça échoue. Mais n'hésite pas, Famita, c'est encore une question, un type de décision sur une thématique, parce que là, du coup, ça peut être décision professionnelle, décision scolaire, décision dans les habitudes qu'on met en place, décision dans le business. Donc si la question t'en as une qui est plus précise, je pourrais encore apporter des éléments. Alors, comment travailler sa mémoire sur le long terme et se souvenir rapidement, par exemple, des livres qu'on a lus ou des films? Alors moi, je ne suis pas forcément spécialiste de la mémoire, mais je vais partager moi les méthodes que je mettais en place. Alors moi, j'ai plus parlé des livres parce que moi, j'avoue, je cherche pas à retenir des films, mais donc j'ai plus parlé des livres. À titre personnel, ce que je faisais pour retenir les livres, c'est que j'essayais de créer des connexions entre mes souvenirs existants et le livre. Par exemple, il y a un livre qui va te parler de, je sais pas, de la procrastination. Bah moi, je vais mettre des exemples qui viennent de mon quotidien en disant, ah oui, à telle époque ou à tel moment, j'ai procrastiné ça parce que ça, etc., etc. Ou par exemple, sur le business, ah oui, ça fait penser à tel business que je connais ou le business d'un pote, etc. Donc, en tout cas, pour les livres, moi, ce que je te conseille, premièrement, c'est que quand tu lis, c'est de prendre des notes et de bien visualiser. Non, j'ai même recommencé. Pour un livre, moi, ce que je recommande, premièrement, c'est de te poser la question, pourquoi tu lis le livre? Parce qu'en fait, ta mémoire, elle est limitée. On ne peut pas tout retenir. Si ton but, c'est de retenir tout le livre, à long terme, je ne vais pas dire à court terme, si ton but, c'est de retenir tout le livre à long terme, ça va être difficile, voire impossible. Parce que le cerveau, par nature, à long terme, il va enlever certaines choses pour acheter des nouvelles. Donc déjà, demande-toi qu'est-ce que je veux retenir dans ce livre. Donc tu prends une feuille, tu notes des questions, moi je veux retenir ça, j'ai telle question que j'aimerais trouver des éléments pour répondre à telle question, etc. Une fois que tu as lu le livre, tu as posé tes questions sur le livre, tu prends le sommaire du livre, tu vois les chapitres, et pour chaque chapitre, tu te dis, ok, est-ce que ce chapitre-là, déjà par le titre, est-ce que c'est en lien avec quelque chose que je cherche, etc. Ensuite, tu lis la conclusion et l'introduction, et pareil, tu te poses des questions. Ah, ok, dans l'introduction et la conclusion, je vois tel élément, donc du coup, ça m'amène à me poser telle question, j'aimerais bien retenir tel élément, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, moi, ce que je te conseille, c'est de lire le livre ensuite en prenant des notes sur le côté, etc., etc. Et une fois que tu as lu le livre avec tes notes, là, ce que je te conseille, si ton but c'est de retenir le livre, c'est d'organiser tes notes par rapport aux questions que je t'ai posées. Je vais prendre un exemple. Un livre sur la procrastination, parce que c'est un sujet que je maîtrise bien. Alors, moi, je prends un livre. Mon but, c'est de savoir pourquoi on procrastine, comment ne plus procrastiner, quels sont les différents types de procrastinateurs, quel exercice mettre en place. Et du coup, ça va faire 4 parties. Donc, je vais prendre une feuille blanche, je vais mettre les 4 parties. Et dans les 4 parties, je vais mettre les notes que j'ai prises du livre qui correspondent à la partie. Et donc, ça va me permettre du coup déjà d'organiser les choses dans ta tête. Parce qu'en fait, plus tu t'organises bien tes informations, plus tu matches le travail à ton cerveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, ce qu'il fait,
C'est que tu dois prendre les informations, les trier, puis les organiser. Mais si toi, tu as déjà trié les informations par les questions que tu t'es posées, que tu les as organisées par les différentes parties, bah là, ton cerveau, il a plus de chances de retenir. Et en plus, tu auras mis des exemples de ton quotidien, de ton entourage. Donc, ton cerveau, il va faire des liens entre tes souvenirs et les nouvelles informations que tu as retenues. Donc voilà, moi, c'est les conseils que je te donnerais. Après, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a un grand spécialiste de la mémoire qui s'appelle Mohamed. J'ai oublié son nom. Mais je crois que son truc, c'est connaissance illimitée. Je sais que lui, il est bon en mémoire. Mais sinon, il n'y a pas de secret pour travailler sa mémoire. C'est un muscle. Faut que je t'entraîne à, justement, à retenir des livres. Et ouais, j'ai oublié un truc. Et si tu veux vraiment bien retenir le livre, ce que je te conseille, c'est de raconter le livre à tes amis, à tes proches. Parce que le fait de raconter le livre à tes proches, à tes amis, de faire le professeur, ça permet à ton cerveau de consolider les connaissances. Plus tu vas réutiliser tes connaissances, plus ton cerveau va l'utiliser. Donc moi, ce que je te conseille, tu lis un livre avec la méthode que je t'ai donnée. Une fois que tu as fait ça, tu essaies de voir comment tu peux travailler ta mémoire en parlant d'un livre à tes potes, à tes parents, je ne sais pas, ou de lire un livre en même temps qu'un pote, et ensuite, vous faites une discussion autour du livre. Donc voilà les astuces que j'ai en tout cas pour retenir un livre. Pour les cours, sur ma page lightme.academy, j'ai fait deux vidéos, je crois, pour expliquer comment tu peux retenir davantage tes cours ou ce genre de choses. Donc voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois que j'avais vu une question. Alors, Mamie Ber, bonsoir à toi. Pour répondre à Famita, la décision qui peut définir notre futur en bien, je dirais déjà savoir ce qu'on veut, avoir confiance en soi et s'armer de tout ce qu'on peut nous aider pour les atteindre. Moi, c'est ça, c'est comme je dis, il faut pas le temps, il est limité. Notre énergie est limitée. Donc, faut pas se focaliser sur les choses qu'on ne maîtrise pas parce que on va gaspiller notre énergie, on va gaspiller notre temps. Donc, il faut se dire, qu'est-ce que je maîtrise? Moi, je maîtrise mes compétences. Je maîtrise ma consommation d'informations. Je maîtrise mes nouvelles compétences. Je maîtrise les gens avec qui je peux discuter. Je maîtrise les choix que je vais faire, etc. Et donc, il faut se focaliser sur ça. Et ensuite, il faut se dire qu'il faut avoir confiance en soi, justement, en se disant, j'ai les capacités de rebondir. Mais malheureusement, malheureusement et heureusement, parce que des fois, les changements créent des opportunités nouvelles, et il faut se dire que voilà, le futur, je serai prêt et je vais rebondir. Et c'est ça le mindset de croissance, le growth mindset. C'est se dire que les difficultés, l'échec, etc., c'est juste des opportunités pour moi d'emmagasiner de l'information. Parce que justement, si ta décision, elle est mauvaise, c'est pas grave. Dis-toi que je vais m'appuyer sur cette mauvaise décision pour comprendre pourquoi j'ai pris une mauvaise décision. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Qui j'aurais dû contacter? Qu'est-ce que j'aurais dû changer dans mon mindset? Et comme ça, la prochaine fois, tu auras la bonne décision. Donc voilà, la vie, c'est un cycle d'échecs, de réussite, etc. C'est jamais linéaire, c'est des zigzags. Et justement, c'est comme un surfeur. Il faut accepter qu'il y ait des vagues et continuer sa route. C'est comme ça le mindset qu'il faut avoir. En tout cas, c'est ma vision, encore une fois. Donc, je vois s'il y a d'autres questions. Hop. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bonsoir au nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, c'est Live Optimist Mindset. Alors, Michaela, j'ai bien aimé ce conseil d'utiliser des exemples concrets pour illustrer ce qu'on y a écrit dans le livre. Super technique que j'ai utilisé. Bah, je t'en prie. Moi, en tout cas, quand je vous dis, je n'ai pas cherché des théories bizarres. C'est vraiment, voilà, j'ai pris un truc comme ça qui marche pour moi. Maintenant, il faut tester. En fait, il n'y a rien de mieux. Vous savez, il n'y a jamais de recette miracle. Surtout pour tout ce qui est apprentissage. C'est-à-dire, il faut adapter les choses. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'écouter une musique particulière pour bien lire. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'écouter et pas d'écrire. Il y en a, ils vont avoir besoin de visualiser, pas d'écouter. Voilà, faut tester en fait, faut tester. Vous testez, ça marche pas pour moi, je reteste une autre. Et au fur et à mesure, vous allez trouver la méthode qui vous convient. Il faut personnaliser les choses et voilà. Voilà. Donc là, ça fait bientôt 1 heure. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je voulais parler peut-être de 2 éléments. Alors, première chose,
c'est... Ah, pardon. Il y a Famita qui a une question. Par exemple, entre saisir une opportunité qui nécessite des sacrifices sur la vie qu'on a déjà construit, ou ne pas prendre le risque et continuer son chemin et attendre d'autres opportunités avec moins de sacrifices. Alors. Une excellente question. N'hésite pas à la mettre dans la boîte à questions parce que c'est hyper intéressant et peut-être je vais la partager comme ça, les gens ils vont visualiser ça. Alors pour moi en tout cas, le point de départ c'est la vision. C'est-à-dire que quand on a une vision claire, on sait s'il faut prendre l'opportunité ou pas. C'est-à-dire que certes il faut faire un calcul risque-avantage, mais quand on a une vision claire, c'est-à-dire je sais qui je veux devenir plus tard, je sais quel style de vie je vais avoir, je sais quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, ça me permet justement la vision de filtrer les opportunités, de savoir ok, telle opportunité je fonce ou je ne fonce pas. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, pour bien voir la question, de toute façon, dans tout changement, il y a des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire que quand on prend une opportunité qui est différente, qui est nouvelle, forcément, il y a des sacrifices et il y a des gains. C'est-à-dire que, pour moi, toute transformation, tout changement, comme son nom l'indique, il y aura des changements dans ta vie. Donc ça, c'est clair. Mais il faut qu'au fond de toi, tu te dises, est-ce que dans 30 ans, si tu n'as pas saisi cette opportunité, est-ce que tu vas regretter? Parce que, ça c'est mon avis encore, mais pour moi, la douleur d'un échec est moins importante que la douleur d'un regret. Parce qu'un échec, quoi qu'il arrive, tu as échoué, tu as agi, ça n'a pas marché. Mais un regret, dans ta tête, tu auras toujours « et si j'avais fait ?» Et si j'avais fait? Donc, tu auras toujours ce sentiment amer. Alors que l'échec, ça fait mal, mais au moins, il n'y a pas de regret. J'ai testé, ça n'a pas marché, pas grave. Mais le regret, c'est pire. Et le deuxième élément, je dirais que attendre une opportunité, c'est dangereux. Parce que là, j'ai vu sur une vidéo que j'avais faite, c'était prédateur versus la proie. La proie, elle attend les opportunités qu'elle passe. Donc ça veut dire que sa vie va dépendre des autres ou de l'aléatoire. Le prédateur, il va vers les opportunités. Il va chasser les opportunités. Et donc moi, c'est ma vision, c'est que il ne faut pas attendre les opportunités parce que les opportunités, c'est aléatoire. Ça peut venir un jour et ne plus jamais revenir. Par contre, il faut créer les opportunités et aller chercher les opportunités. Donc moi, ce que je te dirais, c'est que là, après, je ne connais pas l'opportunité ni les risques et tout. Donc c'est facile à dire. Moi, je pense, en tout cas, Famita, du coup, dans ton cas, même si je ne connais pas exactement les détails, c'est d'abord vraiment de te poser sur ta vision. Vraiment savoir, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que cette opportunité, dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas la regretter? Est-ce que tu vas te dire, ah mince, si j'aurais dû tester, j'aurais dû tenter, j'aurais dû me lancer? Ensuite, comme tu l'as très bien dit, il y a des risques. Il faut aussi évaluer les risques. Se dire, est-ce que les risques ils sont sur moi? Est-ce qu'ils sont sur ma famille, etc. Et si je réussis, quels sont les avantages aussi? Est-ce que les avantages, si je réussis, sont plus grands que les risques si j'échoue ou si je me lance dans le projet? Donc c'est un peu ça. Et après, malheureusement, ça, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. C'est-à-dire, il faut voir à ton échelle à quel point tu es prêt à prendre des risques. Donc ça, après, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, moi, ça c'est ma vision, mais je me dis, c'était le point en plus où je voulais arriver, c'est qu'en réalité, dans notre vie, on passe 2/3 de notre temps à dormir et à travailler. Donc, ça veut dire que, je sais pas, si vous vivez 100 ans, je vous souhaite, ça veut dire qu'il y a environ 60 ans, vous allez faire que de dormir et de travailler soit sur un projet, soit dans une entreprise. Donc, ça veut dire que si vous n'aimez pas votre entreprise ou votre projet, ça veut dire que vous allez passer plus d'1/3 de votre vie sur quelque chose que vous n'appréciez pas. Et donc, c'est hyper important de ne pas prendre à la légère le choix du métier qu'on prend ou le choix du projet dans lequel on se lance. Parce qu'il faut se dire que si ça marche, ou si on reste dans l'entreprise, ou si on reste dans le projet qu'on a lancé, ça sera 1/3 de notre vie consacré à ça. Donc, si ça se passe mal, si ça vous rend malheureux, ça veut dire qu'il y aura 1/3 de votre vie où vous serez malheureux. 1/3 de votre vie où vous serez dans les regrets, dans les remords. Ensuite, 1/3 de votre vie où vous allez dormir. Sachant que si ça se passe mal au travail ou dans votre projet, ça va impacter votre sommeil. Ça va impacter votre temps de repos. Ça va impacter vos vacances, vos relations avec les autres.
Donc voilà, moi je vais vraiment vous dire, quand les gens disent on n'a qu'une vie, ça ne veut pas dire il faut, voilà, on n'investit pas en nous, on fait que de s'amuser, etc. Non, au contraire. Pour moi, quand on dit il n'y a qu'une vie, c'est se dire, au contraire, il n'y a qu'une vie, il faut que je la vive au sommet de mon potentiel. Il n'y a qu'une vie, il faut que je cherche à être heureux. Il n'y a qu'une vie, il faut aller au bout de ses rêves. Il ne faut pas mourir avec des regrets, mais mourir avec des souvenirs, comme dirait Youssoufa. Donc vraiment, je vais vous sensibiliser dessus, c'est vraiment, ne laissez pas la société vous dire que c'est normal de ne pas kiffer son travail, que c'est normal de ne pas kiffer sa vie, que c'est normal d'abandonner ses rêves pour travailler pour les rêves des autres. Pour moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut être entrepreneur à tout prix. Pour moi, il faut juste trouver un endroit qui est en accord avec nous-mêmes. Un endroit qui nous fait sens. Par exemple, un docteur ou un infirmier, il peut aimer ça parce que ce qui lui fait sens, c'est d'aider les gens à travers la médecine, à travers les soins. Ou un entrepreneur, comme moi par exemple, moi c'est à travers justement le coaching, les conférences, les formations en ligne, etc. Moi c'est ça qui me fait sens. Donc voilà, il faut trouver votre propre voie de la réussite. Et surtout, il ne faut pas laisser la société, votre entourage vous dire que ce n'est pas possible. Mais il faudra travailler. Et justement, il faut avoir le mindset où on cherche à programmer son cerveau, son état d'esprit, son mindset à atteindre cette vision. Et il n'est jamais trop tard. Le mec de KFC là, je crois qu'il a fondé KFC à 70 ans ou 60 ans. Personne ne croyait en lui. Mais lui, il avait un rêve et il s'est dit, au lieu de mourir, au lieu de partir à la retraite avec des regrets, il s'est battu. Et maintenant, tout le monde connaît le KFC. Donc, tout ça pour vous dire que ne négligez pas ça. Ne pensez pas que court terme. Regardez votre vie de manière globale. Est-ce que vous voulez passer 2/3 de votre vie à dormir et à passer votre vie dans un métier ou un projet qui vous rend malheureux? Ou vous vous dites, punaise, je sens que je n'exploite pas mon plein potentiel. Donc quand on vous dit il n'y a qu'une seule vie, ça ne va pas dire faire n'importe quoi, faire la fête, non. Il n'y a qu'une seule vie, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule vie pour vivre avec mon plein potentiel. Il n'y a qu'une seule vie pour aller au bout de mes rêves, pour réaliser mes rêves, mes objectifs. Donc vous ne vous laissez pas endormir par les réseaux sociaux, ne vous laissez pas endormir par la société, ne restez pas à votre place, mais allez à votre place, à celle que vous méritez. Et donc je voulais vraiment vous sensibiliser dessus. Et c'est pour ça que voilà, le but c'est vraiment de travailler le mindset. Je crois que quelqu'un m'avait posé une question. Mettez les questions sur l'onglet questions. Comme ça me permet justement de voir les questions. Donc Kerry Splendid, donc bonsoir à toi. Trois propositions de meilleurs livres qui parlent du mindset. Alors, moi j'ai du mal avec ce genre de questions. Parce qu'en fait, en réalité, comme je dis, l'impact d'un livre sur une personne, il va dépendre d'une part de la personne elle-même, c'est-à-dire sa personnalité, ses compétences, ses forces, le mindset qu'elle a et l'attente qu'elle a de ce livre. Donc, moi en tout cas, je regarde le prénom. Kerry, alors moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt de me dire qu'est-ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu travailles dans le mindset. À partir de là, je peux te dire quel livre peut répondre aux questions que tu as. Parce que moi, le mindset que j'ai, peut-être que tu ne l'as pas. Et le mindset que tu as, peut-être que je ne l'ai pas. Les forces que tu as, peut-être que je ne les ai pas. Les forces que j'ai, tu ne les as peut-être pas. Donc, ce qui a été bénéfique pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Donc, c'est hyper important peut-être de préciser ta question, de le mettre dans la boîte à questions pour qu'on puisse voir. Alors voilà. Mais sinon, le mindset est large, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, on parle de mindset pour tout et rien. Mais moi, je peux te dire après, si vous voulez, les livres qui m'ont marqué. Déjà, il y a un auteur qui m'a marqué, c'est Robert Greene, si je ne me trompe pas. Donc, il a écrit le livre Atteindre l'excellence, les 48 lois du pouvoir, lois humaines, etc. Et donc, lui, il m'a marqué. C'est l'un des premiers livres que j'ai lus dans le développement personnel. Parce que justement, moi, j'avais une vision du développement personnel un peu bullshit. Genre, travaille dur et ça ira. Visualise tes objectifs et ça ira. Si tu y crois, ça ira. Non. Lui, il avait une vraie démarche historique. C'est-à-dire, j'ai lu le livre Atteindre l'excellence. Il a regardé tous les meilleurs hommes et femmes de leur domaine. Il a analysé leur enfance, analysé leur psychologie, analysé comment leur enfance a influencé leur cerveau, leur mindset.
et quelle stratégie ils ont mis en place pour réussir. Et là, j'ai kiffé parce que c'était du concret. C'est-à-dire, on avait différentes personnes, différentes femmes, hommes, avec des qualités, des forces différentes, une enfance différente, et ils montrent comment, en fait, ils ont réussi à devenir la personne qu'ils sont. Les obstacles qu'ils ont dû surmonter, les rencontres qu'ils ont fait, les mentors qu'ils ont eus, etc., etc. Et il y avait une femme qui m'a marqué, j'ai oublié son prénom, c'était une afro-américaine, à l'époque de la ségrégation. Elle était pauvre, mais elle kiffait lire, mais elle n'avait pas l'argent pour lire. Elle était femme de ménage. Et donc la stratégie qu'elle a mis en place, c'est de devenir femme de ménage chez les personnes qui avaient des grandes bibliothèques. Comme ça, elle avait l'opportunité de lire leurs livres. Et donc on voit bien que cette femme-là, elle aurait pu se dire, je suis pauvre, je suis noire durant la ségrégation, je suis femme de ménage, etc. Bah, c'est pas la peine que je rêve de devenir écrivaine. C'est pas la peine que je cherche à lire. Non, elle s'est dit, ok, voici ma situation. Quelle opportunité je peux trouver? Quelle opportunité je peux créer? Elle s'est dit, ok, je suis femme de ménage. Les gens, ils ont des bibliothèques. Les riches, ils ont des grandes bibliothèques. Donc, je vais cibler les grandes bibliothèques pour pouvoir lire et finalement sortir de ma condition sociale. Parce que j'ai oublié son nom, mais elle est devenue l'une des plus grandes écrivaines américaines de tous les temps. Donc voilà, moi, ça m'a marqué ce livre-là. Donc, je ne sais pas si elle est encore là. J'ai oublié le prénom. Kerry. Mais voilà. En tout cas, il faut que tu saches de quoi tu as besoin, que tu nommes les questions que tu te poses pour justement savoir quel livre peut y répondre. Et là, le live, il est un peu débordé. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. Moi, je suis là en tout cas. Mais voilà. C'est hyper important dans tout ce que vous faites de vous poser la question pourquoi je le fais. Faut pas faire pour faire. Faut pas lire parce que tel influenceur, tel coach a dit faut lire. Non, il faut se dire ok, le coach il a dit de lire ça, mais pourquoi il a dit de lire ça? Est-ce que ça résonne avec ce qui est important pour moi? Donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça et d'être maître de son apprentissage. Si vous voulez être maître de votre vie, il faut commencer par être maître de ses pensées, maître de son apprentissage, maître de sa consommation. Ça commence par ce qui rentre dans ta tête, ce qui rentre dans ton corps, dans ton ventre, pour ensuite être maître de ton environnement, maître de ta vie. Donc c'est hyper important d'avoir ce mindset-là, de contrôler, d'être conscient des choses et d'adapter ses stratégies par rapport à notre vision, par rapport à nos objectifs. Donc voilà, vision, conscience, stratégie. C'est un peu les trois points que je dirais. Donc, là j'ai beaucoup parlé. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, sinon je vais voir s'il y a un dernier point que je peux aborder avant de conclure. Peut-être quand on parlait de lecture, la lecture c'est un moyen d'investir en soi. Et il y a une question. Hop, je vais y répondre, après je terminerai ça. Alors, ayons reçu une réponse. Ok, merci. Ok, c'était juste Kerry qui disait que, ok, du coup c'était clair, ma réponse, ok. Donc je disais, en fait, il faut se dire que dans notre réussite, la chose la plus importante, c'est nous-mêmes. Et donc, il faut prendre soin de soi, de sa santé mentale. Donc ça, on en parlait avec le syndrome de l'été, c'est-à-dire être honnête, se dire telle personne, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose en termes de connaissances? Est-ce qu'elle me permet d'être de bonne humeur? Est-ce qu'elle me permet d'être heureuse, etc. Si cette personne, elle vous frustre, vous posez des questions, est-ce que vous avez des problèmes déjà à vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique de comparaison toxique? Ou est-ce que cette personne, tout simplement, a vécu des mauvaises ondes? Donc déjà, il faut faire un tri dans les choses que vous consommez. Parce que ça peut toucher votre santé mentale. Et la santé mentale, c'est très, très important. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes en dépression ou déprimé, vous ne pouvez pas travailler à votre plein potentiel. Vous ne pouvez pas être aussi créatif que d'habitude. Donc déjà, prenez soin de votre santé mentale. Ensuite, prendre soin de sa santé physique. Donc bien dormir, bien manger. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on est bien dans sa peau, bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est plus simple de faire face aux difficultés. C'est plus simple de faire face aux échecs. C'est plus simple de prendre les bonnes décisions. Et troisième élément,
c'est investir dans notre capital humain, c'est-à-dire nos connaissances, nos compétences. Parce que c'est ça qui fait la différence. Vous savez, je ne sais pas si vous faites attention, on ne dit pas être millionnaire, généralement on dit telle personne est devenue millionnaire. Donc quand on dit devenir millionnaire, devenir milliardaire, ça veut dire qu'il y a un processus, on devient. Elle est passée de ça à ça. Donc il y a un processus. Et il faut se demander quel est ce processus-là. Ces gens-là, certes, ils ont eu des aides et tout, mais avant tout, c'est le cerveau, les connaissances qu'ils ont eues, les compétences. Donc investissez en vous, lisez, formez-vous, apprenez, ayez des mentors, je ne sais pas. Mais dites-vous que votre principal atout pour votre réussite, c'est vous. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et investissez en vous. C'était vraiment le message que je voulais faire passer. Donc là, il y a une question, je crois. Si je comprends bien, une bonne vision de ce qu'on souhaite. Alors, Famita, si je comprends bien, une bonne vision de ce qu'on souhaite dans notre vie est fondamentale. Encore une fois, je parle à mon nom, mais pour moi, une personne sans vision, c'est comme une voiture sans conducteur ou sans GPS. C'est-à-dire qu'elle va aller là, on va lui dire. La voiture, on va dire va à gauche, elle va à gauche, va à droite, elle va à droite. Mais si elle a une vision, une destination, elle va dire non, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite, je vais tout droit parce que le conducteur ou le GPS me dit d'aller là. Mais si je n'ai pas de vision, sans vision, on est comme une voiture sans conducteur. Donc ça veut dire que c'est les gens qui contrôlent la voiture. Ils vont dire va à gauche, va à droite, recule. Donc si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut vraiment que tu aies une vision claire de qui tu veux devenir. Parce que si tu ne sais pas qui tu veux devenir, la société va te dire qui tu dois devenir. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, la vision c'est le point de départ. C'est comme une pyramide. Et une vision, qui tu veux devenir, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui te vibre, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait lever le matin. À partir de là, tu te fixes tes objectifs. Une fois que tu as des objectifs clairs, comment tu peux atteindre ces objectifs? Quelle stratégie tu veux mettre en place? Qui tu dois rencontrer? Quelles compétences tu dois avoir? Mais si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Comment tu veux savoir qu'est-ce que tu dois apprendre? Qui tu dois rencontrer? Quelle opportunité est bien ou non? En fait, la vision, c'est un filtre, c'est un GPS. Donc, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, le point de départ, c'est d'avoir une vision claire. Si on n'a pas une vision claire, on n'a pas des objectifs clairs. Si on n'a pas d'objectifs clairs, on n'a pas de routine claire. On va dans tous les sens, on perd du sens dans notre vie. Et finalement, c'est les autres qui vont te donner du sens à ta vie, qui vont te dire quoi faire, où aller, qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Donc vraiment, j'insiste, travaillez votre vision. Hop. Hop. Donc, sur l'intelligence émotionnelle. Alors, encore une fois, c'est large, mais je dirais, moi, celui que je conseille, je dirais que c'est, pour moi, encadrer l'intelligence émotionnelle, c'est large, mais je dirais que c'est plus, en gros, comprendre comment les gens fonctionnent avec leurs émotions, leurs souvenirs, leurs peurs, etc. Donc moi, en tout cas, je conseille le livre que j'ai pas fini d'ailleurs, Comment se faire des amis, même si c'est mal traduit. En gros, c'est sur l'influence, la persuasion, etc. Ça permet de comprendre comment les gens réfléchissent, comment les émotions, les odeurs, etc. influencent la manière de réfléchir des gens, leur prise de décision. Il y a aussi Séduction de Robert Greene, qui là aussi parle de comment influencer les gens, comment les gens sont charmés, etc. Ça parle un peu de l'émotion. Et sinon, il y a aussi Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il y a aussi... En fait, Robert Greene, tous ses livres, ça permet de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, comment l'intelligence humaine fonctionne, etc. Et je crois que c'est Daniel Carnegie, lui aussi, il est pas mal sur justement comment les êtres humains ils interagissent entre eux. Et il y a aussi, si je ne me trompe pas, j'ai oublié son nom, c'est Cialdini. Cialdini, il écrit tout ce qui est sur persuasion, etc. Donc moi, en tout cas, c'est les auteurs que je connais. Mais le truc le plus simple pour savoir, en fait, il faut voir plusieurs sites. Moi, ce que je te conseille, c'est d'abord noter
les auteurs que je t'ai donnés, donc Robert Greene, Carnegie, et le troisième que j'ai donné, j'ai oublié, Cialdini, si je ne me trompe pas. Et voilà. Mais sinon, le moyen le plus simple, c'est tu vas sur Amazon. En fait, tu vas prendre plusieurs sites. Tu vas noter top 5 des livres sur l'intelligence émotionnelle. Tu vas voir les avis, les commentaires sur Amazon, sur les blogs, etc. Tu vas avoir plein de réponses sur Google. Et tu vas voir quel livre revient souvent. Et une fois que tu vois quel livre revient souvent, tu vas en prendre 5, 6. Ensuite, tu vas regarder les commentaires, la description. Moi, je te conseille de lire l'histoire de l'auteur rapidement pour savoir comment il fonctionne, d'où il vient, quels mots il utilise. Et du coup, comprendre quel auteur te touche plus, va avoir plus de liens avec toi. Et de commencer par lui pour t'introduire dans l'intelligence émotionnelle. Donc moi, c'est le conseil que je te donnerai en tout cas pour choisir tes livres. Voilà. Et franchement, moi, j'aime bien croiser les informations. C'est-à-dire, moi, j'ai donné des auteurs, mais il faut demander à d'autres gens. Et quand on voit qu'un auteur revient souvent, c'est pas pour rien. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que ce soit pour du matériel, des livres ou autre, toujours j'essaie de croiser les sources et de voir quel livre ou quelle personne revient souvent et de regarder aussi l'histoire de l'auteur, quelle école il a fait, de quel milieu il vient. Parce qu'en fait, l'enfance d'une personne, son environnement, son entourage, ça influence sa manière de parler, sa manière de voir le monde. Et donc j'aime bien, en tout cas moi, voir justement quelle est la vision de l'auteur, sa perception du monde avant de le lire. Parce que comme ça, du coup, je vais comprendre pourquoi il parle de telle manière, pourquoi il prend telle référence, pourquoi il a tel style d'écriture, etc. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, c'était un super live, j'ai kiffé, il y a eu beaucoup de questions. Donc voilà, le but c'est vraiment que chaque live, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le but c'est vraiment le fer de lance du live, c'est de dire aux gens, dans la vie, on n'en a qu'une seule, mais dans la vie, il faut savoir vivre à la hauteur de ses rêves. Il ne faut pas mourir avec des regrets, mais mourir avec des souvenirs. Il ne faut pas laisser la société vous dire de quoi vous êtes capable, mais vous décidez vous-même de quoi vous êtes capable, de quoi vous avez envie. N'oubliez jamais l'importance d'avoir une vision pour ne pas être une voiture sans conducteur. Soyez le conducteur de votre vie à travers la vision. C'est hyper important. Et dites-vous que les gens, leur intérêt, c'est pas que vous réussissez. Le but, c'est que vous travaillez pour eux. Donc, commencez par avoir une vision claire de qui vous voulez devenir. Fixez-vous des objectifs pour atteindre cette vision. Et passez à l'action. N'ayez pas peur d'échouer. Dites-vous que l'échec, c'est juste un moyen d'apprendre. Mais la douleur d'un échec, elle existe. Mais cette douleur, elle n'est pas aussi forte que la douleur d'un regret. Parce qu'un regret, vous ne saurez jamais si finalement vous auriez pu. Vous allez toujours hésiter, vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait cela. Donc voilà. Et surtout, voilà, comme c'est la thématique, syndrome de l'été, faites attention à votre santé mentale. Beaucoup de stories vont circuler. Dites-vous que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la réalité. Ayez confiance en vous, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à vous-même, à votre vous d'hier, à votre vous du futur. Et ayez confiance, chacun aura sa bonne étoile, tôt ou tard ça va venir, mais à condition de travailler de manière régulière. Le but, c'est pas d'être en mode américain, bosse 15 heures par jour et ça ira, non. Il faut bosser intelligemment, bosser raisonnablement, parce qu'il faut prendre soin de sa santé mentale et physique, mais il faut bosser et être régulier, constant. Parce que tout le monde peut bosser 8 heures, 10 heures pendant une semaine. Mais qui peut être constant, bosser 3 heures chaque jour? C'est ça qui fait la différence, la constance et la vision. Pour moi, c'est la clé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore pour les présents. N'hésitez pas pour les prochains lives à en parler autour de vous. L'objectif, c'est d'aider d'autres personnes à travailler leur mindset, à atteindre leurs objectifs. Et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain à 21h10.